Bonjour et bienvenue dans Anxiété. Dans cet épisode, je discute avec Louis. Louis m'a contacté par email après avoir découvert mon podcast un peu par hasard sur Spotify. Il m'a contacté car il avait envie de partager son témoignage et je le remercie beaucoup pour ça. Donc Louis est médecin, il est anciennement médecin urgentiste et il est également atteint d'un trouble anxieux généralisé depuis quelques années. Donc dans cet épisode, dans cette conversation, on évoque son propre rapport à l'anxiété, sa façon de le traiter par la thérapie, par la respiration et par des techniques euh, qu'il met au point au quotidien, qu'il met en pratique, pardon, au quotidien. Et on parle également de son rapport aux autres patients anxieux quand il a sa casquette de médecin. Voilà, c'est une discussion que j'ai trouvée très intéressante, que je suis ravi de publier aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez donc mettre une note à ce podcast sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous l'écoutez. Ça aiderait grandement à faire connaître le podcast, de même que de vous abonner à ce podcast si vous le souhaitez. Ça permettra à d'autres gens de découvrir ce podcast par hasard, ce qui serait assez merveilleux. Je vous laisse avec notre entretien et je vous souhaite une très bonne écoute. Moi, c'est Louis, j'ai 37 ans, marié, une petite fille qui a un peu plus de 2 ans et demi. J'habite dans le nord de la France, pas très loin de Lille, à 20 minutes à peu près. Voilà. Et au niveau professionnel, je suis médecin, plus précisément médecin urgentiste. Et actuellement en pause, j'ai fait une dizaine d'années de médecine d'urgence et là, ça fait quelques mois où, j'ai décidé de faire une petite pause, de continuer mon activité médicale. C'est pas ça ça je ne renonce pas actuellement, mais de quitter les urgences et d'arrêter de faire des nuits, loin de la maison et loin d'un bon lit. Donc voilà, et en fait, j'ai un trouble anxieux généralisé diagnostiqué depuis, un peu plus de 2 ans, suite à la naissance de ma fille, c'est quelque chose qui, a été diagnostiqué soit, mais qui était largement là depuis un petit moment, je pense dès la entre guillemets «dès la naissance», façon de parler, donc voilà. D'accord, ok. Et du coup, tu penses que enfin, tu l'as ressenti, ce trouble anxieux depuis la naissance, ou est-ce que tu t'en es rendu compte au moment où ça a été diagnostiqué? En fait, j'ai déjà eu des suivis, j'ai déjà eu des épisodes d'anxiété assez importants, Mm. heu, au fil du temps. Alors c'était, on va dire à bas bruit, dans l'enfance jusqu'on va dire à l'entrée dans l'âge adulte, où c'était, des épisodes, qui se géraient correctement. Hem En fait, pour refaire un peu l'historique, mon 1er épisode anxieux, on va dire, peut être qualifié de normal, c'est-à-dire que c'était vers mes 6 7 ans où, j'ai, déclenché de manière très brutale, j'étais dans la voiture, je me souviens très bien, j'étais dans la voiture avec mon frère et ma mère et je leur dis: «Mais tiens, c'est quoi la mort?» Et ils m'ont dit, «Bah, la mort, je j'ai plus la réponse exacte, mais la mort, c'est tu disparais, tu t'endors, mais tu ne te réveilles plus» et en fait, énorme état de panique à ce moment-là. Je me suis mis à pleurer, crier en disant: «Je ne veux pas mourir» Mm. et ça a été, on va dire, un peu la genèse de tout ça. Alors comme beaucoup de gens anxieux, je pense que je me renseigne beaucoup. C'est une phase normale dans l'enfance, mais on va dire que ça s'est un peu pérennisé, sur le temps, avec pas mal d'anxiété scolaire également, les matins où j'avais «mal au ventre» entre guillemets, alors que j'avais surtout des nausées, j'avais du mal à exprimer les choses et que j'avais peur d'aller à l'école. J'ai passé quelques années, avec, on va dire, un sac plastique dans mon sac à dos parce que j'avais peur de vomir en classe. Mm. Heu, Chose qui était arrivée malheureusement une fois en sixième. Épisode Ah, très douloureux, mais du coup ça a pas aidé.
Ouais, je Et comprends. et voilà et donc voilà, des épisodes comme ça et également donc ça a été, on va dire, l'anxiété un peu, par petites phases qui duraient enfin, sur des contextes très précis comme l'école, les examens et cetera, des stress enfin, de l'anxiété couplée à un stress, de situation qui était normal. Donc voilà et en fait on va dire que la première grosse crise, ça a été juste avant des examens en deuxième année de médecine où là, vraiment, grosse attaque de panique, j'appelle tout le monde, j'ai appelé le médecin de garde, qui est venu me voir, qui m'a pas dit clairement, «Vous faites de l'angoisse», c'est, clairement: «Bah, vous êtes stressé par les examens, vous êtes fatigué, je vous donne ça Mmh. pour dormir» et puis voilà. Pas vraiment de suite à ça. Puis, un premier épisode, un peu plus, on va dire existentiel où, j'étais encore avec mon ex-compagne et j'ai vraiment eu, une attaque j'étais dans un cinéma en me disant: «Tiens, mais je veux pas mourir», avec cette peur vraiment de la mort et s'en sont suivis quelques jours, très compliqués où, je ne dormais pas, j'étais paniqué à l'idée de mourir, tellement paniqué que, j'avais des scénarios du type, «Mais s'il y a une météorite qui tombe du ciel, ça va être pour moi, Mmh. vraiment elle va me tomber dessus, je suis en danger permanent, elle peut arriver à n'importe quel moment». Ouais. J'en ai même été au stade de me f je j'étais encore étudiant, de me faire conduire en stage par mes parents, tellement Mmh. j'avais peur de prendre la voiture et d'avoir un accident, voilà. Donc ça a été, alors l'avantage de mon statut de médecin, c'est que j'ai eu un accès, on va dire, à des soins, l'avantage et le désavantage, hein. Mmh. Un accès à des soins un peu plus rapides, c'est-à-dire que j'ai vu un psychiatre qui était dans l'hôpital où je travaillais, qui m'a dit: «Bah, tiens, prends, ça, c'était des antidépresseurs et des anxiolytiques» et puis, voilà. Mais toujours pas de diagnostic, toujours pas de mots là-dessus. La crise passe et c'est tout. Je continue à faire ma petite vie sans forcément me poser trop de questions. Je me sépare de mon ex-compagne. Là, je redéclenche des angoisses. Je vois un psychologue, qui me fait pas spécialement avancer, OK. je pense qu'il était je sais pas, ça s voilà, j'accroche pas du tout. Je fais 2-3 séances et puis je n'y vais plus. Je finis par avoir un retour à la normale, après la séparation. Voilà et enfin arrive, quelque temps après ma femme que je rencontre et nouvelle attaque de panique parce que je me rends compte qu'en fait je suis très heureux avec elle, que c'est la bonne et que finalement, bah, c'est angoissant parce qu'en fait c'est un peu la fin d'un cycle. J'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé la bonne personne et ça m'angoisse de nouveau. Donc nouvelles insomnies, nouvelles ruminations, je pense énormément à tout ce qui ne va pas, au fait que, bah, ça y est, ma vie est finie parce que j'ai atteint un but et que voilà. Hem, je finis par aller consulter un nouveau psychologue, plus parce qu'il avait un versant hypnothérapie qui pouvait m'intéresser et que j'avais cette envie de guérir d'un coup, en un claquement de doigts et de me dire: «Ah, l'hypnose, c'est magique, je vais aller faire une séance d'hypnose, je vais aller mieux». Voilà. On passe un certain temps avec ce psychothérapeute, heu, très très patient et très à l'écoute, qui lui est spécialisé plutôt dans l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire l'étude entre ce qui entoure nous, entre le parent, l'adulte et l'enfant, donc c'est assez intéressant. On fait quasiment pas d'hypnothérapie finalement. On parle beaucoup, voilà et ce psychothérapeute, je le vois, on va dire par vague, c'est-à-dire que je l'ai vu très tôt au début où il m'a permis un petit peu de mettre les mots sur beaucoup de choses et de me sentir mieux, c'est-à-dire chaque séance, je sortais, j'étais vraiment beaucoup mieux d'avoir juste pu sortir ce que j'avais dans la tête. Voilà, et puis finalement, à un moment donné, ça va mieux, donc je ne vais plus le voir. Je l'ai revu quelques fois entre-temps, par petites crises pour les petites crises, mais voilà. C'est long, mais c'est toute la genèse de cette partie de ma vie où j'ai des angoisses sans avoir de diagnostic précis, à ce que j'ai, et encore une fois, c'est comme quoi c'est pas forcément un avantage d'être dans le médical parce qu'on se soigne mal et qu'on consulte peut-être moins en se disant: «Je vais pas aller gêner mes collègues, mes confrères et tout ça». Donc voilà. Ouais. Je me suis marié avec ma femme, et
nous avons une petite fille qui est née, il y a un peu plus de 2 ans et demi et là, c'est un petit peu l'entrée dans la phase, comment dire? Concrète de la pathologie de l'angoisse où, la grossesse se passe, correctement, en tout cas enfin la grossesse déjà se passe correctement de manière générale. Pour moi, j'ai pas particulièrement d'angoisse, voilà, j'ai ce petit décalage, du papa, qui fait que, on n'est pas entre guillemets «noyé» dans ses hormones qu'à la maman, enceinte et on est peut-être justement moins dans la réalisation de ce qui va arriver avec l'arrivée de l'enfant. On a voilà ce petit décalage. Puis, notre fille naît on va dire sans encombre, majeur, enfin en tout cas, l'accouchement est assez long mais on y arrive et notre fille est en bonne santé. Hem, les 3 premiers mois, je suis le nez dans le guidon, ma femme aussi forcément, donc on s'en rend pas compte et à un moment donné, au bout de 3 mois après sa naissance, pouf, énorme crise d'angoisse, mais en fait, je vais mourir, là j'ai ma fille, mais je peux la perdre à tout moment, elle peut me perdre à tout moment. Ma femme, c'est pareil, ma vie n'a pas de sens. Il y a je suis là, mais à tout moment, je peux disparaître et voilà, enfin, toutes ces pensées-là assez difficiles et finalement, quel est le sens de tout ça? Et je me retrouve dans une phase d'angoisse qui s'est prolongée, c'est quand même de manière assez forte sur plusieurs semaines, avec toutes ces pensées, ces ruminations. En fait, je suis complètement absent. Clairement, ma femme me dit, «Mais, j'ai 2 enfants à la maison, un enfant en bas âge et puis, toi qui est complètement absent, mentalement, et même un peu physiquement» et je retourne voir mon psychothérapeute où on rediscute et cetera. Il me dit même: «Elle vu arriver un matin, enfin en consultation, j'étais complètement livide, il m'a presque dit sans vie». Enfin voilà, c'était, Mmh. compliqué. Je fais des nuits, horribles. Je m'endors, dès que je m'endors, je me réveille en état de panique, impossible. Enfin voilà, c'est les pensées qui reviennent tout de suite. Je pense que je suis fou. Je me dis en fait, je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'ai, mais je sombre dans la folie et en plus, toujours pareil, hein, mon bagage médical fait que je me dis: «Ah, c'est un très bon âge pour tomber dans la folie» parce que c'est des âges où c'est un peu là que les maladies peuvent se déclencher. Voilà et je me retrouve après cette nuit horrible qui aura sûrement été la pire nuit de ma vie, à appeler, ma mère en disant: «Ça ne va pas». J'essaye de je me suis un peu renseigné et je peux aller me rendre à l'hôpital psychiatrique, pas loin, aux urgences psychiatriques pour rencontrer quelqu'un. Et c'est ce qu'on ma mère vient me chercher, ma femme reste forcément avec notre fille à la maison et va me déposer là-bas aux urgences, ce qui est assez, oh, ben, j'ai envie de dire traumatisant, oui et non. C'est-à-dire qu'on se dit, on a ce côté, «Ah les urgences psychiatriques et cetera, c'est pour les gens qui sont un peu tarés, tout ça et cetera». Ouais, mais en fait, j'ai tellement besoin d'y être que j'y vais et que je me dis: «Je m'en fiche des clichés» et voilà Ouais. et j À ces ouais. moments-là, tu as des idées, enfin, tu as effectivement des clichés en tête par rapport aux urgences psychiatriques, en se disant, bah, c'est ça, genre, j'ai pas besoin d'y aller parce que je suis quand même pas «fou» entre guillemets. Est-ce que c'est l'image qu'on peut en avoir, de l'extérieur, c'est ça? C'est l'image que j'en avais, que j'en ai, enfin que j'en avais, avec un peu un recul différent, mais que j'ai un peu initialement Mmh. et en me disant: «Bah oui», quand j'y ai travaillé, hein, c'est le pire, c'est que cet endroit-là, j'y ai un tout petit peu travaillé et que je me dis: «Mais enfin, quand on peut se dire, quand on voit le profil de certaines personnes, on dit: «Oh, jamais je vais me retrouver là» ou quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, le jour où j'y suis, c'est, mais heureusement que ça existe et libérez-moi quoi. Enfin, sauvez-moi, je vois bien parce qu'à ce moment-là, j'ai des idées, j'ai des pensées très, très, très compliquées dont j'arrive pas à me défaire, où je me mets parfois à pleurer, à me dire, à me «crier dessus» entre guillemets en disant: «Mais arrête, enfin tu» voilà. J'ai j'ai pas des idées, je dois dire que j'ai pas des idées suicidaires ou ce genre de choses, mais des questions en me disant: «Mais en fait, finalement, si tout ça a un sens est-ce que tout ça a un sens?» Enfin, j'arrive pas à me sortir ça de la tête, je vais pas bien.
Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux? Je veux pas, j'ai eu, ça et ça s'est arrêté là dans les pensées en me disant: «Oui, Mmh. peut-être que la solution, c'est de tout arrêter», mais ça a jamais été plus loin que ça. Voilà et je me retrouve donc à ces urgences, ces urgences psychiatriques et finalement je suis, accueilli par un bon, entre guillemets «un psychiatre», c'est-à-dire qu'il est encore interne, il a pas encore fini sa formation, mais il oriente sa formation sur l'anxiété et là, il me dit: «Bah», on discute un peu, je lui explique, ce que je ressens, puis il me dit: «Bah, ça tombe bien, moi mon créneau c'est l'anxiété». Donc je dis: «Ah cool, quelqu'un, qui va comprendre» et je lui explique, ce que je vis, ce que je ressens et il me dit: «Bah, écoutez, la naissance de votre fille, c'est quand même quelque chose qui est un facteur déclenchant, connu et qui peut expliquer les choses et en fait, ce que vous avez, c'est un trouble anxieux généralisé, qui voilà, donc j'ai ce mot ce diagnostic qui tombe et qui me fait un bien fou, d'avoir, des mots en fait sur ce que je ressens, sur ce que je vis et c'est même pas de me dire, «Je suis pas fou», c'est juste de me dire, «Ah j'ai quelque chose, ah ça y est, j'ai un mot, j'ai un diagnostic quoi» Ouais. et voilà et étant dans le médical, j'ai besoin de quelque chose de concret, de factuel, quoi. Voilà et là, c'est une énorme chape qui s'en va, donc on continue un peu à discuter. Déjà, je me sens beaucoup mieux et il me dit, que ce genre de pathologie se soigne, bien avec, donc de la TCC, de la thérapie cognitive et comportementale et que justement, on va pouvoir, entamer cette thérapie, avec ce médecin. Je sors de la consultation, ma mère me dit: «Tu n'as pas la même voix qu'avant la consultation». J'avais une voix, très, comment dire? Un peu caverneuse, un peu voilà, un peu d'outre-tombe, le terme est marrant vu le contexte, mais voilà et Mmh. je ressors avec une voix, normale quoi, vraiment plus mieux quoi, donc je me sens 10 fois mieux, d'avoir pu, discuter, d'avoir quelqu'un qui a compris ce que j'avais et Ouais. heu et voilà et j'en parle à toute ma famille. Je dis: «Voilà, je voulais juste vous dire, j'ai cette pathologie-là, je ça se voit pas. Ça se voit peu, ça se ressent ça se voit quand vraiment ça va pas, mais sinon c'est quelque chose avec lequel je vis tous les jours» et voilà et en fait, j'ai eu un accueil, normal de ma famille, c'est-à-dire de dire: «Bah, OK, on est là». Enfin voilà, pas de personne ne m'a dit, «Ah ouais, tu es juste anxieux» ou quoi que ce soit. C'est non, voilà, ça a été entendu. Et à partir de là, ça a commencé à aller beaucoup mieux aussi vis-à-vis de ma fille. J'ai pu reprendre un peu la main, et surtout ne pas, quand j'ai regardé ma fille, j'avais toujours ces angoisses de me dire: «Tiens, je peux disparaître, je vais pas la voir grandir» et cetera et là, c'est redevenu beaucoup plus simple à ce niveau-là. J'ai bénéficié de la mise en place d'un traitement, antidépresseur également, plus un traitement anxiolytique si besoin, qui a, je pense, joué aussi ce traitement. Ça fait pas tout. C'est un bon levier, mais c'est pas le plus gros levier pour moi, mais c'est une bonne base. Hem et voilà, en tout cas, ça a été vraiment le plus gros épisode, d'anxiété qui m'a permis d'avoir ce diagnostic. Il y a encore eu des épisodes après, qui qui font que pour l'instant, j'ai toujours ce traitement antidépresseur qui ne me, fait pas d'effet indésirable, hein. Clairement, j'ai pas de problème particulier avec. Entre guillemets, «le seul Mmh. problème, c'est de pas oublier de le prendre tous les jours», notamment en partant en vacances et cetera. Voilà, c'est des petites choses. Mais pour Ouais. autant, voilà et même au niveau traitement anxiolytique, je pense que j'en ai pris une fois ou 2 depuis un peu plus de 2 ans là. Vraiment, vraiment, vraiment pour dormir en fait, de me dire: «Allez, je dors». Donc voilà, j'ai encore eu des épisodes, anxieux, j'ai reconsulté un petit peu, j'avais refait un peu cette TCC, avec un deuxième intervenant. J'ai toujours eu le suivi de fond avec mon psychothérapeute, on va dire de longue date, qui m'a permis aussi d'avancer sur les relations un peu que j'avais, au niveau, amical, professionnel, familial. Enfin voilà, on avance, beaucoup dessus et qui me permet aussi de voir les progrès que je fais,
personnellement, même si on n'est pas dans la TCC avec lui, de voir voilà que j'avance et que je ne guéris pas. Car, je pense qu'il est illusoire de guérir du trouble anxieux, mais que je le comprends, que je me comprends et que je vis avec c'est un peu une expression qu'on va dire, enfin voilà, les réseaux sociaux sont très forts là-dessus. Oui, ça peut être une force, de ce trouble anxieux pour, un peu profiter, vivre sa vie, de manière un peu plus consciente que d'autres personnes. Bon, c'est une force à double tranchant, hein, parce qu'à trop s'appuyer sur cette force, on peut vite se casser la gueule. Mais, Mmh. mais en tout cas, voilà, il y a tout un travail qui a fait que, maintenant je commence vraiment à beaucoup me connaître, à sentir arriver les épisodes d'anxiété, à également, identifier le problème principal, le problème, la raison, le facteur déclenchant de certains épisodes et du coup d'anticiper un petit peu plus et d'éviter les grosses crises. La dernière qu'il y a eu, je ne les facteurs déclenchants sont un peu multiples, heu finalement, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas aller, et comme je disais à ma femme qui est extrêmement, présente, disponible et compréhensive sur mes problèmes, j'ai mieux vécu cette crise, c'est-à-dire que je l'ai enfin, j'ai mieux vécu. Elle l'a subi quand même parce qu'elle l'a subi à chaque fois malgré tout, même si elle est compréhensive, mais on va dire que, je l'ai un peu moins saoulée que d'habitude, avec mes pensées, mes interrogations et on va dire que c'est passé un peu plus vite. Voilà, c'est quand même ce dernier épisode, il y a quelques temps là, qui m'a permis de découvrir le podcast aussi donc c'est plutôt été, comme quoi on peut en faire une force, voilà, ça permet de trouver des bonnes personnes et des bons leviers aussi pour aider donc voilà, voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui, donc toujours sous antidépresseurs, toujours anxieux et ça ne changera jamais, mais Mmh. de plus en plus conscient de ma pathologie et de la façon dont elle apparaît, dans les phases aiguës et heu voilà, toujours là, quoi. OK, bah, merci beaucoup pour ce témoignage, c'est bien riche en tout cas. Enfin, on sent que tu as bien, comment dire? Conscientisé, Mmh. la façon dont c'est arrivé, les différentes étapes et cetera, donc c'est hyper intéressant. Heu, Par rapport à ce que tu disais sur, le en fait, je suis assez curieux de voir, de savoir comment est-ce que tu perçois ça en tant que médecin, quand tu as les premiers symptômes de troubles anxieux? Parce que j'ai le sentiment, que parfois on va pas tout de suite chercher du côté psy et qu'on se dit: «Bon, bah, il y a quelque chose qui va pas peut-être avec le corps ou avec», comment est-ce que toi tu perçois ça en tant que médecin qui voit des patients toute la journée, quand ça t'arrive à toi? Mmh. Alors, en tant que médecin déjà, l'avantage on va dire d'avoir ce trouble anxieux, en tout cas déjà dans mon regard au patient, c'est que, justement j'ai un regard qui est beaucoup plus ouvert que la plupart de mes collègues qui alors c'est pas une critique vis-à-vis de mes collègues, hein, loin de là, mais, qui n'ont pas cette anxiété et qui ou alors qui l'ont sans forcément l'assumer. Je pense que j'ai la chance de pouvoir accueillir ces gens de manière, enfin les personnes anxieuses qui surtout quand j'étais aux urgences, qui viennent consulter, de pouvoir, comment dire? Pouvoir les accueillir, je pense, tels qu'ils sont et même parfois de pouvoir mettre des mots sur ces angoisses. En fait, je me retrouve en eux, quoi. J'ai déjà eu des patients qui arrivaient en disant: «Je suis perdu, je me sens pas comme d'habitude, ça a pas vraiment de sens tout ce que je vis, pourtant je suis heureux, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un travail, mais ça va pas» et en fait, je me retrouve dans cette phase oui, je pense que vous êtes en phase anxieuse et voilà. Alors je ne mets pas les mots, je ne mets pas de diagnostic, directement dessus parce que je ne suis pas psychiatre, clairement, je suis médecin urgentiste et je suis censé, entre guillemets, «orienter plus mon approche vers le corps», même si la partie psychiatrique fait partie de mon travail.
Mais disons que j'ai cette capacité à accueillir un peu plus les gens, que d'autres personnes, je pense et également être un peu plus compréhensif, avec des personnes qui vont arriver à 3-4 heures du matin. Des personnes qu'on va dire jeunes, en bonne santé, et qui viennent en disant, «J'ai mal au ventre, j'ai mal dans la poitrine, je vais mourir» et cetera. Bah, alors le but est aussi de les rassurer, en fait, de comprendre que ces gens ont besoin d'aide parce qu'en fait, ce qui s'exprime surtout, ça veut pas dire qu'ils ont rien, ça veut surtout dire que, bah, c'est des gens angoissés et l'angoisse, elle est humaine, elle est normale pour tout le monde. Elle est juste un peu plus compliquée à gérer quand on a le trouble anxieux, mais en fait, de pouvoir les accueillir en disant: «Bah, oui, écoutez, on va faire le nécessaire pour vérifier que vous n'ayez rien de grave, pardon. Et si ça va, bah, écoutez, vous pourrez rentrer chez vous et pas de souci» et pas forcément se dire: «Ah, vous êtes angoissé, je vais vous mettre un anxiolytique ou un placebo et au revoir quoi et arrêtez de me et arrêtez de m'embêter, j'ai Ouais, envie d'aller me coucher» et voilà. Voilà, ça c'est mon abord en tant que médecin vis-à-vis des anxieux, c'est mon voilà, c'est ma vision des choses, c'est ce que j'essaie d'apporter aux gens. Hem, Moi, en tant que médecin et anxieux, je ne suis pas du tout médecin, pour moi-même. Je suis très mauvais, ce qui peut éventuellement expliquer le fait que ça a mis un peu de temps et qu'il a fallu, entre guillemets, «la naissance de ma fille» pour me rendre compte du problème. C'est-à-dire que c'est difficile en tant que médecin actuellement de se dire: «Tiens, je vais aller consulter un collègue, voilà, je vais devenir patient en fait», et voilà, c'est compliqué ou de me dire: «Bah, je vais quand même pas aller les embêter, je vais me prescrire des trucs, ça va passer», voilà et je pense on perd un certain temps. Alors après, ça change pas forcément le fond et voilà, tant qu'on n'arrive pas à des extrémités, c'est-à-dire à tomber dans la phase de dépression et tout ça, tant qu'on reste entre guillemets «que dans la phase d'anxiété», ça c'est gérable. Mais c'est vrai que je pense que malheureusement, c'est le cordonnier qui est plus mal chaussé, en tant que mmh, médecin, on n'a pas on se soigne mal, ouais, et voilà et je pense aussi que je suis pas le seul dans ce cas-là, dans le milieu médical à avoir un trouble anxieux et à être mal pris en charge. Donc moi, j'ai cette chance de pouvoir être pris en charge maintenant, mais ça a mis un certain temps et je veux pas dire que je le regrette parce que je pense que c'était malheureusement la logique des choses. Mais effectivement, je pense qu'il y a un sous-diagnostic des troubles anxieux et des troubles dépressifs, dans le milieu médical, et paramédical, hein. C'est assez large et donc ouais, on s'oublie et j'ai toujours cette image alors, loin de l'anxiété, mais où, parfois on va travailler en étant malade, hein, en ayant soit un virus, soit autre chose et on se dit toujours, «Ah je crois que je suis plus malade que 90 des gens dans ce service, qui viennent consulter» mais on est là et non, en fait, c'est pas normal d'être comme ça donc ouais, voilà, OK. c'est pas une aide, c'est pas toujours une aide d'être médecin. Ouais, je vois. Et c'est ce que tu disais sur l'accueil des patients aussi, de ceux qui n'ont rien, «physiologiquement» entre guillemets, ou en tout cas, dont on peut pas détecter de problème, dans le fonctionnement du corps quoi, et qui ont pourtant sont angoissés, c'est quelque chose que j'ai vécu, juste avant j'ai mis 6 mois à comprendre ce que j'avais quand j'avais le trouble de l'anxiété. Donc c'était vraiment un trouble anxieux généralisé où j'étais, tous les muscles étaient contractés en permanence, je dormais plus, je voulais aller faire du sport parce qu'on me disait toujours: «Mais fais du sport», sauf que dès que je me mettais à courir, j'avais l'impression que j'allais faire une crise cardiaque. Enfin bref, j'étais vraiment arrivé à un niveau d'anxiété énorme et en fait, j'ai fait à ce moment-là une batterie de tests et je suis allé voir des spécialistes, je suis allé voir, vraiment, je suis allé voir autant deux médecins différents pour voir ce qui allait pas, et cetera. Parce que je me disais: «Mais il faut absolument que je trouve ce qui va pas dans mon corps». Et à tel point que j'ai même fait des prises de sang, et il y a une prise de sang notamment, bon, je vais la faire courte, mais il y a une prise de sang, le labo a fait, apparemment une erreur dans, dans ses analyses. Enfin, apparemment ça peut arriver, je sais pas si c'est très fréquent, je pense pas, mais en tout cas qui m'a indiqué donc ça va être un peu technique, mais un taux de dédimère très très élevé, bien supérieur à la moyenne, qui pourrait éventuellement être signe d'une embolie pulmonaire.
désolé pour mes hypochondriaques qui nous écoutent, mais bref, c'est vraiment c'était un cas très spécial. Donc, je reçois un appel du labo qui, à ce moment-là, sait pas qui s'est planté et qui me dit faut que vous alliez absolument consulter tout de suite. Il était 22 heures, quoi. Donc, bah, où est-ce que je vais? Je vais aux urgences. Des urgences à Paris qui sont, je vais pas les nommer, mais qui sont près de la gare du Nord, pour ceux qui connaissent, et qui sont généralement très sollicitées. Donc, il y a une attente de 7 heures dans les urgences. Il faut, voilà, il faut être pris en charge. La personne qui me prend en charge me dit, bah, je peux pas vous laisser partir, mais il faut qu'on fasse des tests un peu plus approfondis. On n'a juste pas de place. Là, je me retrouve pris en charge, mais en même temps pas pris en charge parce qu'ils n'ont pas le temps, quoi. Ils sont vraiment sous pression. Et au final, je passe peut-être en tout une dizaine d'heures, une dizaine d'heures à l'hôpital, jusqu'à ce qu'on me dise, bah non, mais c'est bon, en fait, vous avez rien. Sauf que quand on est anxieux et que on nous dit ça et que déjà, ça fait 3 à 4 mois qu'on cherche ce qu'on a et que on est fatigué, on a mal, en fait, on a même des douleurs, douleurs au bras, douleurs, je sais pas, des douleurs, des tensions physiques. On passe quasiment une nuit blanche à l'hôpital après qu'un labo nous ait dit que potentiellement on va mourir. Enfin, tout ça, ça crée quand même une angoisse vraiment très importante et ça laisse des traces parce que derrière, on a un médecin de garde qui va nous dire non, mais c'est bon, vous avez rien, vous êtes jeune, ça va, on va pas vous garder non plus, vous êtes en pleine forme, allez hop, on se bouge quoi. Et c'est un peu ce truc de mais comment ça on se bouge? Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc de ok, c'est cool, c'est très bien, vous me dites que mes analyses sont bonnes, mais moi je suis en souffrance. Je sais que je vais pas dormir ce soir alors que je suis éclaté. Et vous me dites juste, c'est très difficile à vivre en fait, de juste s'entendre dire non, vous êtes en pleine forme, alors que ça fait vraiment des mois qu'on cherche à savoir ce qui va pas, quoi. Mmh. Et c'est évidemment pas la faute des médecins, des infirmiers, infirmières et autres. Euh, c'est juste, je pense, assez frustrant pour tout le monde de pas avoir suffisamment de temps pour se poser sur chaque cas. Mais tu dois connaître ça par cœur Ouais, en non, tant mais que médecin urgentiste. Voilà, quoi. ça me parle beaucoup parce qu'en fait, c'est très marrant aussi d'en pleine nuit, d'entendre mes collègues, enfin, qui disent: «Ah, tous ces anxieux là qui arrivent à 4 heures du mat, ils font chier, on a autre chose à faire» et cetera. Enfin voilà et moi, en fait, intérieurement, je me dis: «Mais genre, j'ai tellement envie de te dire que déjà moi, je pourrais être à leur place et heu et voilà, je pourrais être à leur place et arrête de râler sur eux, quoi». C'est Ouais, dingue, quoi. Enfin, et du coup, c'est vrai que moi, j'ai moins de mal à aller voir ces gens et à leur dire alors pas de leur dire: «Vous n'avez rien», parce que ça, je trouve que c'est une phrase, enfin, c'est pas à dire, quoi. C'est que vous n'avez rien de grave et ouais, qu'aujourd'hui, tel que je vous vois, moi, en tant que moi, médecin aux urgences, je détecte rien mm, d'inquiétant. ouais, Hem, Ça, c'est autre chose et c'est vrai que même moi dire, «Vous avez de l'angoisse», non, je le dis pas tel quel, et c'est marrant parce qu'en fait, la plupart des gens, ils viennent spontanément dire, «Ah bah, en fait, tout ce que j'ai, c'est à cause de l'angoisse que j'ai tout ça». Je dis: «Non, vous avez sûrement, une part anxieuse, à oui, il y a des éléments qui font que vous avez une part anxieuse, qui peuvent aggraver la sensation que vous avez de vos symptômes. Symptômes qui sont là, qui existent puisque vous les avez, mais là, actuellement, je n'ai rien qui fait que vous allez, mourir tout de suite, quoi». Donc et c'est, finalement, en tout cas, c'est un discours que je tiens depuis très longtemps et je pense que c'est la bonne façon aussi et en plus, déjà, c'est une façon aussi de soigner, de laisser les gens dire: «Ah bah, est-ce que c'est l'angoisse?» et cetera, d'un peu leur laisser la main et d'être déjà un peu acteur, plutôt que de dire: «Ah, en fait, vous avez de l'angoisse, tenez, je vous file un Atarax et puis, allez voir votre médecin, quoi». Tu m'as parlé du coup de de ce psychothérapeute que tu as vu, que tu vois peut-être encore de temps en temps. Euh, Comment est-ce que ça s'est passé pour toi?
Alors évidemment, tu parles que de, enfin, que ce que tu as envie de partager, hein, mais Mmh. comment s'est passé pour toi la première consultation, ou en tout cas les premières consultations, le moment où vous mettez un mot sur le trouble anxieux généralisé? Hem, alors comment ça s'est passé? Alors déjà on va dire avant que le diagnostic soit posé, on va revenir un peu sur ce qu'on disait déjà sur les urgences, psychiatriques. C'est que les premières consultations, je me suis dit: «Ah, je vais voir un psychologue». Un psychothérapeute, je suis, on va dire, entre guillemets «faible». Enfin voilà, je tombe dans quelque chose où, finalement l'image que j'ai des gens qui vont voir un psychologue, c'est, des gens qui arrivent pas à se gérer eux-mêmes et cetera. Enfin voilà, c'est le tout début de ces consultations, de me dire, «Mince, bon, bah, ça va pas». Et c'est une forme un peu de déni qui s'installe en me disant: «J'y vais, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que finalement, il va falloir que je fasse tout ça?» Voilà, j'y vais à ces séances, voilà, tout ce que j'ai raconté déjà au début. Heu, voilà. À partir du moment où, j'ai eu vraiment ce diagnostic qui a été posé, donc il y a un peu plus de 2 ans, de manière vraiment claire, on va dire que ça a été un petit peu le tournant quoi dans mon lien avec, dans la psychothérapie. C'est-à-dire que, bah, d'avoir justement eu des mots et un diagnostic posé, j'y suis allé de manière, beaucoup plus posée en me disant: «J'en ai besoin en fait». Ça m'embête, c'est des rendez-vous à prendre, c'est des enfin, même juste le fait de prendre rendez-vous, hein, merci internet maintenant, on prend rendez-vous en ligne, on n'a pas besoin d'appeler et cetera et voilà Ouais, parce que oui, j'ai aussi, des difficultés à passer des coups de fil. Alors quand c'est professionnel, ça va très bien. Quand c'est personnel, c'est très compliqué et ça passe pour de la comment dire? De la flemme et cetera, la procrastination est un très beau terme qui a été inventé, sauf qu'en fait, c'est pas juste le fait d'avoir la flemme, c'est juste le fait qu'on a peur, qu'on repousse et cetera et qu'il y a ce magnifique cercle vicieux qui fait qu'on ne fait pas le jour même, donc du coup, on repousse au lendemain et on se sent coupable de le faire le lendemain. Donc on ne le fait pas et finalement, ceci peut être un facteur déclenchant d'attaque de panique et cetera. Bref. Hem, toutefois, merci internet, donc j'ai ce suivi avec mon psychothérapeute et c'est vrai que voilà, je le vois parfois comme une contrainte. Je sais que j'arrive régulièrement les pieds de plomb en consultation en me disant, «J'avais autre chose à faire aujourd'hui, j'ai rien à dire, j'ai pas envie de parler». Et puis bon, bah, bien sûr, après chaque séance, j'ai parlé toute la séance et j'avais plein de trucs à dire et on trouve toujours des choses à dire et voilà, donc maintenant j'y vais en me disant, «J'en ai besoin. Vas-y, tu penses toujours que tu as rien à dire, que c'est une perte de temps, mais en fait, régulièrement quand tu sors de là, bah, tu te sens mieux, tu trouves plein de choses à dire et voilà. Et donc quand j'y vais, c'est-à-dire que vraiment j'y vais par période où j'ai besoin, j'y vais, voilà, en me disant: J'y vais, j'en profite, ça va me faire du bien». Finalement, bah, j'ai autre chose à faire, bah, pas tant que ça. Donc il y a toujours des choses à faire, mais je sais que je les ferai beaucoup mieux après avoir justement pu discuter, après avoir pu vider mon sac et finalement, ça me fait beaucoup de bien. Là, la dernière, session, on va dire, que j'ai faite, elle s'est clôturée un peu, enfin, il y a 2 3 semaines. Dans le sens où je suis allé faire une séance, la séance et qu'on a discuté avec le psychothérapeute et que finalement on se rend compte que là, dans l'état actuel des choses, je suis capable je suis revenu à une phase où je me connais encore mieux, où je suis capable de gérer mon anxiété, de mieux vivre avec et d'un commun accord, on s'est dit: «Bah, pour l'instant, on en reste là, je ne reprends pas de rendez-vous et il reste à disposition si besoin». Ce qui avait déjà été le cas par le passé, où j'étais venu une fois, le revoir, discuter un peu, ça m'avait fait du bien et voilà. Ou d'autres fois où j'ai besoin de plusieurs séances, parfois assez rapprochées, toutes les semaines, pendant un mois, pour vraiment, vider toutes les pensées, toutes les ruminations qu'il y a eu. Et puis là, voilà, actuellement, de dire: «Bah, c'est tout, on fait une pause là-dessus
va dire sur la psychothérapie de fond que j'ai avec lui. Tout en sachant qu'en parallèle, même si ça va effectivement beaucoup mieux ces temps-ci, j'ai réentamé une démarche de TCC quand même depuis un mois, un peu basée sur le long terme, c'est-à-dire pas des séances très rapprochées, mais on va dire, de faire un peu de renforcement du travail de pensée, de rumination et de retravailler sur ces pensées automatiques. Voilà, donc en fait, en gros, ce lien que j'ai avec la psychothérapie, c'est un peu «je t'aime moi non plus» parce que, je sais que j'en ai besoin, je sais que ça me fait du bien et malgré tout, il y a une forme de déni, parfois de me dire, «Non, mais en fait, j'en ai pas besoin, je perds mon temps, mais je vais quand même pas faire ça toute ma vie. Les gens «normaux» entre guillemets bien sûr puisque, voilà, ils ont pas besoin de ça, ils savent pas ce que c'est et cetera. Hem, Bah, en fait si, j'en ai besoin ça fait aussi partie de mon apprentissage de l'anxiété. C'est que oui, la psychothérapie, elle est c'est un c pour moi, c'est le meilleur traitement, enfin le meilleur traitement, en tout cas dans les moyens qu'on nous donne, hein. Il y a d'autres traitements d'autres choses qu'on fait personnellement dans nos démarches, dans la vie de tous les jours, mais en tout cas sur les moyens, de soins qu'on a, la psychothérapie, elle est hyper importante et ouais, il y a des quand ça va mieux et que je sens que je dois y retourner quand même parce que il y a une petite rechute, ouais, ça m'embête en me disant: «Ah, j'ai ma petite vie tranquille, j'ai pas de rendez-vous, tout ça, faut que j'y retourne». Mais en fait, ça fait un bien fou et c'est nécessaire et en plus, ce qui est important, c'est de trouver la bonne personne. C'est-à-dire que, faut pas non plus, baisser les bras quand on fait une séance ou 2 avec un psychothérapeute et que ça matche pas en fait, bah, c'est comme ça, c'est normal et je trouve qu'il y a pas de problème avec le fait d'en changer et moi, en fait, j'ai la chance justement avec mon psychothérapeute, d'avoir un peu ce lien de confiance où je lui ai déjà dit que, je refaisais de la TCC, que j'allais en faire, que j'avais, voilà, enfin, il me dit et lui, il m'a dit: «Mais ça m'a mis vachement en confiance aussi là-dessus». Il me dit: «Mais vous savez, vous je n bien sûr, je suis pour le fait que vous puissiez aller voir d'autres personnes, avoir d'autres avis et que vous puissiez avancer aussi, sans que ça soit moi» et voilà, rien que ça, en fait, ça libère pas mal. Ça déculpabilise aussi parce que, malgré le fait que c'est quelqu'un en qui j'ai énormément confiance, qui me connaît très bien et voilà, bah, des fois, j'ai besoin aussi d'avoir d'autres visions des choses et ça m'empêche pas d'avancer, ça m'empêche pas de retourner le voir, hein. C'est ça aussi, je me dis pas, «Ah, finalement, ça m'a fait du bien d'aller voir telle autre personne, je vais pas retourner voir mon psychothérapeute». Bah non, en fait, il me connaît bien, Ouais. il et c'est marrant parce qu'il sait aussi me mettre des fois un peu en difficulté, de pas Mmh. être simplement dans, la petite tape dans le dos, tout va bien, ça va aller. C'est, de dire: «Mais en fait, ce que vous dites», par exemple, de dire: «Ce que vous dites là, vous êtes sûr de ce que vous dites? Enfin, j'ai l'impression que vous me dites ça parce que c'est ce que je veux entendre» ou le fait au début des séances, quand je disais certaines choses et qu'il, entre guillemets, «les validait» dans sa façon dans sa gestuelle, dans ses mimiques, il me dit: «Mais en fait, vous savez, chaque fois que je valide quelque chose, j'ai l'impression que chaque fois que je valide quelque chose que vous me dites, c'est bien pour vous, quoi». Mmh. Alors que finalement, au fond de moi, il y a des choses que je disais parce que je pensais que c'est ce qu'il voulait entendre Ah et ouais, d'accord. et voilà et ça fait partie de l'anxiété aussi de vouloir un peu, Bien sûr. plaire, être positif, enfin voilà, voilà et c'est très drôle, enfin, et c'est vrai que c'est là-dessus que j'ai progressé et grâce à lui aussi. C'est Mmh. que maintenant, je me rends compte que ce que je lui dis, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est ce que je ressens et ce qui est juste pour moi et pas juste pour la plupart des gens, pour lui. C'est vraiment lui dire ce que je ressens et puis accepter aussi quand je suis en fin de certains cycles d'angoisse, bah, que j'ai plus grand chose à lui dire parce qu'en fait, j'ai envie d'agir et que j'ai pas envie d'avoir le cul sur une chaise à raconter Ouais. ma vie, mais en revanche, d'avancer et c'est très bienveillant et dire: «Bah, voilà, OK, là, je sens que vous allez mieux et c'est cool». Et Ouais. ben, OK, allez-y, faites et puis, et voilà, je suis là si besoin, quoi et Yes. voilà et il y a pas de fin en soi, oui, il y a pas de fin, pour l'instant, il y a pas de fin, il y a pas de moyen de dire: «Je suis guéri» et cetera. Mais ça fait partie du Non. jeu, en fait et Ouais, complètement, complètement. Tu disais un truc intéressant sur le fait de pas, comment dire?
de pas se formaliser si on rencontre un premier thérapeute qui est pas vraiment ce qu'on attendait euh, ou avec qui ça matche pas, etc. Et je trouve ça super intéressant parce que je trouve que quand on connaît pas le domaine de la psychothérapie, ce qui est le cas d'énormément de gens, hein, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à aller voir un psychothérapeute ou qui même rechignent à le faire. Euh, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est assez méconnu. Et pour ma part, je connaissais très peu ce milieu avant de consulter pour la première fois une psychiatre. J'avais consulté une psychiatre parce que j'avais toujours entendu que psychiatre c'était plus sûr euh, parce que doctorant, parce que tu vois. Et bon, je ne dis pas que c'est pas vrai, mais en tout cas, oui. En l'occurrence, ma TCC, je le suivais avec un psychologue clinicien et pas avec une psychiatre, mais voilà, chacun trouve ce qui lui correspond le mieux en fonction de la personne, en fonction. C'est pas uniquement les diplômes qui vont marcher, même si on préfère évidemment quelqu'un qui est diplômé que quelqu'un qui ne l'est pas, que ce soit psychologue ou psychiatre. Bref, ceci étant dit, euh, la psychiatre que j'avais rencontrée, bah, ça n'a pas matché parce que en même temps, je sais pas, on était peut-être un peu très éloignés sur le spectre de la personnalité, sur beaucoup de choses. Et puis peut-être que c'était pas le bon moment pour moi, peut-être que j'étais pas dans la meilleure prédisposition, etc. C'est un chemin qui peut être assez long, donc c'est peut-être juste pour dire qu'il faut pas abandonner au premier échec avec un psychothérapeute en se disant bon bah si c'est ça la psychothérapie, c'est pas pour moi. Il faut aller un peu plus loin. Et il y a une série qui est sortie sur Arte il y a quoi, il y a 3 ans, je crois, qui s'appelle En thérapie, et qui donne aussi une vision qui est pas totalement, enfin, qui est pas la vérité sur la psychothérapie, qui est une vérité, qui est celle de la psychanalyse, je crois, mais qui montre quand même quelque chose d'assez voilà, enfin, le psychanalyste reçoit dans un appartement de ouf. Enfin, toutes les histoires sont rocambolesques, romanesques, tout ce que tu veux. Et en discutant, justement à ce moment-là, avec mon psychologue, avec qui je suivais une TCC, je lui avais demandé son avis sur la série et il m'avait dit, mais en fait, c'est très bien que la psychothérapie soit mise un petit peu sur le devant euh, de la scène ouais, télévisuelle, parce que ça permet de désacraliser certaines choses, entre guillemets. Et pour autant, il se retrouvait pas du tout dans cette description. Et je pense qu'il y a beaucoup de psychothérapeutes qui ne se retrouvaient pas du tout là-dedans, parce que c'est évidemment quelque chose qui a été fait pour une série fiction et qui, du coup, a besoin de tenir le spectateur en haleine. Euh, si vous vous êtes dit en regardant en thérapie que bah, la psychothérapie, c'est vraiment pas pour vous, laissez peut-être une chance à un psychologue ou un psychiatre. Et c'est pas grave si la première session se passe pas bien ou si la première personne que vous rencontrez ne répond pas à vos attentes. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui sera plus à même d'y répondre pas trop loin de chez vous, quoi. Ouais, je Euh, suis complètement d'accord là-dessus. Et même pour rebondir un peu, c'est vrai que j'avais pas précisé, j'avais eu quelques séances avec un psychiatre également. Bah, c'est pas le diplôme de docteur en médecine qui va forcément donner la valeur du thérapeute, parce que moi, pour le coup, je suis presque un peu tombé dans ce cliché du psychiatre. Je dis pas qu'il fait mal son travail, je dis juste que le lien que j'avais avec n'était pas le bon. Du psychiatre qui va juste faire écouter un peu, faire tenez, faites ci, faites ça. Et voilà. Et en fait, c'était des thérapies qui duraient, enfin, c'était des séances. Il y avait une première grosse séance et après, je crois que ça durait une demi-heure tous les 2, 3 semaines où en fait il écrivait sur une feuille un peu mon fonctionnement. Alors il m'a pas posé le diagnostic lui, c'est vraiment l'autre, c'est un peu plus tard quand justement j'avais été aux urgences psychiatriques que j'avais le diagnostic. Et en fait je me suis dit mais pourquoi je perds une demi-heure à aller le voir. En plus, et c'est ça un peu la problématique, même si bah sans m'en cacher, oui, j'ai un peu plus les moyens que d'autres personnes, mais ça me coûtait hyper cher à chaque séance pour pas grand-chose. Et finalement, je me suis dit, bon, cette psychiatre, c'est bien. Il y a effectivement la possibilité de prescrire des traitements, mais à part ça, j'ai eu beaucoup plus
d'aide et de richesse de discussion avec un psychologue qui n'est pas effectivement, docteur en médecine, et tout ce qu'on veut. Pour autant, c'est pas ça qui fait que, ça en altère la valeur, au contraire. Donc c'est vrai que voilà, faut pas nécessairement espérer, avoir le meilleur, thérapeute du monde d'emblée en allant chercher, le professeur de psychiatrie, au fin fond de son hôpital pour avoir, tout de suite la bonne personne. Effectivement, trouver la personne qui a le bon lien. Hem et puis aussi, je pense savoir aussi discuter ouvertement avec cette personne de sa méthode de travail. C'est-à-dire qu'en justement la psychothérapie est trop peu connue. La TCC, toutes les personnes anxieuses qui sont là, elles en ont déjà entendu parler, mais il y a Mmh. beaucoup d'autres, thérapies. Il y a effectivement la psychanalyse, il y a l'analyse transactionnelle dont je parlais qui je pense est beaucoup plus et adapté aussi à des personnes qui ont une capacité à s'ouvrir un peu à la spiritualité. Spiritualité qui n'est pas forcément la religion et tout ça, mais au moins l'éveil un peu à la nature, à ce genre de choses et c'est vrai que cette analyse transactionnelle, elle peut être hyper intéressante. Moi, récemment, ça a été un lien, un levier hyper intéressant aussi, me replonger un peu dans certaines parties de mon enfance pour comprendre un petit peu comment j'en suis arrivé là Mmh. et c'est hyper intéressant. Donc oui, ça prend du temps, c'est compliqué à apprivoiser cette angoisse et bah, un petit peu à l'instar de cette, angoisse à apprivoiser, il faut aussi apprivoiser son thérapeute et Mmh. heu et savoir en changer, quoi et c'est pas, et je pense aussi, être clair avec, quoi, de dire, bah, voilà, je veux avancer, sur tel plan ou de dire, bah, écoutez, je me sens pas forcément en phase avec vous, je vais demander un autre avis, et je trouve qu'aussi ça fait partie un peu d'une forme de thérapie d'être capable de dire: «Écoutez, je me sens pas bien avec vous, je stoppe», quoi. C'est pas simple à faire non plus, mais je dis pas que je l'ai fait à chaque fois, hein. Ouais, J'ai posé malheureusement un peu de lapin aussi, à certains, mais à un moment donné de pouvoir réussir. C'est un peu un signe qu'on avance, c'est de réussir à dire, «Bah stop, ça va pas, j'ai besoin d'autre chose», quoi. ouais, bien sûr. Que ce soit et voilà et quel que soit, le type de praticien, que ce soit psychologue, psychiatre, enfin voilà. Je veux juste qu'on précise parce que ça peut peut-être prêter à confusion. On met pas en avant, dans cette discussion, davantage psychologue ou davantage psychanalyste ou davantage psychiatre. Tous, peuvent être absolument, compétents et j'ai absolument pas les compétences pour le coup, pour, dire, qu'il faut aller voir ou qu'il faut pas aller voir. Ça Mmh. dépend de chacun, ça dépend du feeling, ça dépend de beaucoup de choses et en l'occurrence, avant donc d'avoir, cette expérience donc de TCC qu'on va peut-être développer un peu juste après si tu veux bien. Mmh mh. Avant d'avoir cette expérience de TCC avec le psychologue que j'ai vu, c'est effectivement cette, 1re psychiatre que j'ai, consultée qui m'a, posé un diagnostic sur ce que j'avais, qui m'a donné les termes, qui m'a permis d'aller faire toutes les recherches que je pouvais sur internet et qui m'a ouvert vraiment des portes, très importantes et qui, alors que j'avais envie d'y avoir accès, ne m'a pas, prescrit d'anxiolytiques, ou d'antidépresseurs, parce que, j'avais déjà eu un traitement aussi et que en fait, ce qu'elle me disait, c'est qu'il fallait peut-être que j'aille voir un peu ailleurs que dans le physiologique et que dans le cas dans lequel j'étais, elle avait l'impression que j'avais pas forcément besoin d'un traitement. Donc voilà, ce que j'entends beaucoup aussi, à propos des psychiatres que, ils sont là que pour prescrire des médocs. Évidemment, c'est un énorme raccourci et heureusement qu'il y a des psychiatres qui sont là pour dire oui ou non à certains traitements. Voilà, je rentre pas dans le débat parce qu'il est beaucoup trop grand, pour moi. Mmh. Et oui, je voulais parler de la TCC, en fait, c'est quelque chose que j'entendais beaucoup quand je commençais à faire des recherches justement sur les troubles de l'anxiété et cetera. Quand je les ai découverts chez moi et peut-être très probablement par flemme, je n'étais pas allé chercher tout de suite ce qu'était une TCC. Ça paraissait très complexe. Donc en fait, TCC, c'est thérapie comportementale et cognitive. Comment est-ce que tu expliquerais, le fonctionnement de la TCC? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, effectivement, c'était pareil que toi au début. C'était, des recherches, Google de, comment guérir de cette anxiété et effectivement, dans les liens un petit peu dans les articles un petit peu plus posés, effectivement, la TCC revenait quand même de manière
régulière comme étant un traitement assez efficace. Et au début, c'était ah, je veux faire de la TCC. Ça va me soigner. Il y a plein de témoignages qui disent que ça fait du bien, que ça fonctionne bien. Il y a même des études qui montrent que c'est efficace. Je veux la TCC. Presque une forme de drogue en fait au début. Donc ce côté un peu traitement, voilà, traitement miracle, ça te soulage, etc. Euh, et en fait, j'ai donc du coup la première fois que j'ai vraiment eu accès, c'était donc quand j'avais été aux urgences psychiatriques où le médecin que j'avais vu m'avait dit on va faire de la TCC, ce qui avait été une deuxième partie de mon soulagement après avoir le diagnostic qui avait été posé. Et en fait, c'est une forme de thérapie qui m'a beaucoup convenu dans le côté rationalisation des choses. C'est-à-dire que avec l'anxiété, de manière, enfin, on s'en rend compte ou pas parfois, mais on est effectivement peu rationnel et nos pensées vont tellement loin qu'on se déconnecte un petit peu de la réalité. Et cette TCC, elle permet un petit peu de reposer les pieds sur terre, quoi, de revenir un peu à des choses concrètes. Ce qui fait que moi, j'ai beaucoup aimé. Ce qui était sympa aussi, ce qui a été sympa, c'est que entre guillemets, on a des devoirs à faire. Et ayant été quelqu'un d'assez voilà, scolaire, études, etc., avoir un peu ces devoirs à faire, c'est déjà, je me dis, ah, c'est cool, j'ai pas juste à rester dans mes pensées, j'ai des choses concrètes à faire. Et on a notamment, moi je me souviens, il m'avait donné énormément de questionnaires à faire pour un peu voir les niveaux d'anxiété, les niveaux de stress, les niveaux de dépression. Et en fait, je me souviens, je suis rentré de cette séance, à peine rentré, je me suis mis dessus quasiment, quoi. J'avais envie de le faire. Et ça permet aussi de prendre du recul sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Et en fait, la TCC, c'est vraiment, je trouve que c'est une thérapie de l'action, quoi. C'est d'arrêter justement de ruminer, d'être dans sa tête et de sortir un petit peu de sa tête et revenir un peu dans son corps et dans la réalité. Euh, c'est, c'est sûr que c'est beaucoup mieux, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup mieux que dire va faire du sport, ça te fera du bien. Oui, c'est de l'action, mais c'est de l'action guidée. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de pouvoir donc déjà un peu de s'auto-évaluer, de se rendre compte à quel point on est anxieux, sur quels éléments on l'est. Ça va dire c'est la première partie un peu de mise en place de la thérapie, c'est de se connaître, de se découvrir. Euh, la deuxième partie, c'est vraiment de travailler un peu sur les pensées qu'on a, c'est-à-dire ces pensées où on va dire ah, je vais aller faire, je vais aller voir tel spectacle. Ah bah non, le problème c'est qu'il va y avoir du monde, je vais avoir peur. En plus, je risque que si je danse ou si je chante, on va se moquer de moi. Et voilà, donc de travailler sur toutes ces pensées automatiques qu'on a de les écrire. Donc déjà, rien que de les écrire avant même de les analyser, c'est hyper intéressant aussi parce qu'on se rend compte de, de tout ce qu'on peut avoir comme pensée. Et là, je me rends encore un peu plus compte parce que comme je redémarre, je refais un petit peu un renforcement de TCC. Je me dis, mais presque, je pourrais remplir la feuille avec toutes mes pensées toutes les minutes parce qu'en fait, à chaque fois, on a des pensées qui sont des pensées automatiques sur certaines choses et qui sont un peu qui sont pas rationnelles, quoi. Et après, le travail, c'est justement de pouvoir analyser ces pensées, de les relire, de revivre la situation et de se dire, mais en fait, ma pensée était pas cohérente. Moi, des exemples concrets, c'est de me dire, tiens, telle personne, je vais la croiser dans la rue, ah, je sais pas, il me regarde de travers, il doit être mieux que moi, j'ai pas envie de lui parler, j'ai pas envie d'interagir avec. Et en fait, 2 secondes après, elle leur dit bonjour, je me rends compte que c'est quelqu'un de très sympa, qui, avant que je le voie, ne sourit pas, mais là, sourit et est très agréable. Et en fait, quelqu'un avec qui je m'entends super bien derrière. Sauf qu'en fait, le premier abord que j'ai eu, c'est ah, je l'aime pas parce qu'en fait, je pense qu'il ne m'aime pas. Et voilà. Et ça, c'est les fameuses pensées automatiques qu'on Ouais. travaille en TCC. Et on travaille sur le fait de les analyser,
déjà de s'en rendre compte, de voir ce qu'elles nous disent et d'essayer un petit peu de moduler pour ne plus penser de la même façon et aussi se rendre compte des émotions que ça nous procure. C'est-à-dire que ça, justement, cet exemple de cette personne que je ne connais pas qui me prend peut-être de haut, bah, je vais me sentir en colère, je vais me sentir anxieux de lui parler, stressé. Et en fait, en modulant un petit peu, je me dis: «Ah cool, il y a quelqu'un que je connais pas avec qui je vais pouvoir discuter, qui là actuellement, me regarde peut-être un peu bizarre parce qu'elle a peut-être des problèmes, perso aussi, elle est peut-être fatiguée, stressée aussi, peut-être qu'elle ressent la même chose que moi». Et il y a tout ce travail qui fait qu'on a un abord de la vie de tous les jours qui est beaucoup plus, serein, beaucoup plus agréable, beaucoup plus constructif, quoi. C'est cet abord-là de la TCC, effectivement, cette modulation des pensées, d'éviter d'être tout de suite dans l'angoisse, dans le pessimisme et tout ça et voilà. Et l'autre abord intéressant de la TCC, c'est toute cette partie travail de la respiration également, qu'on apprend, qu'on travaille pendant la séance et ça, c'est une chose qui est devenue un peu inconsciente pour moi. C'est-à-dire que, quand je me retrouve face à des situations, anxiogènes, je vais, justement être assez facilement faire cette respiration, guidée qui me fait énormément de bien. Des fois, je sens que je suis un peu plus stressé, je fais 3 respirations, pouf, ça va déjà beaucoup mieux. Je le fais aussi, pour m'endormir parce que j'ai des difficultés d'endormissement, assez régulières, qui sont un peu en lien avec mes angoisses de la mort. Forcément, ça va parler aussi, mais le fait de s'endormir, c'est pas quelque chose d'évident. Pour autant, juste de me poser, de faire ces quelques respirations, ça me fait un bien fou. C'est quelque chose qu'on apprend aussi en TCC qui 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 est hyper simple en fait, alors c'est dur, c'est très dur à mettre en place quand on est vraiment en grosse phase anxieuse, mais dans l'entretien derrière, dans la vie de tous les jours, c'est hyper intéressant et voilà donc la TCC, c'est vraiment ça, ce côté, apprendre à se connaître, apprendre à ren à comment dire? À reconnaître ses pensées automatiques, à les adapter un petit peu, même beaucoup des fois et puis ce travail de respiration qui est hyper intéressant aussi et comme quoi, l'angoisse n'est pas que dans la tête, mais c'est aussi dans le corps, comme tu disais, avec ces douleurs que tu avais, ces tensions musculaires. Mais ces exercices de respiration, des fois, ça libère tellement aussi, à ce niveau-là que voilà, c'est hyper riche donc c'est, mmh et ça fait agir, quoi. En fait, le thérapeute, il est là pour guider, mais Mmh. le boulot, c'est à nous de le faire donc ça, c'est ça qui est bien et qui redonne confiance en soi de se dire: «En fait, je suis capable de le faire et en fait, je fais les choses bien». Hem et ouais, c'est quelque chose de très riche et effectivement, je ne peux que la conseiller. On va dire que l'avantage que j'ai eu, même ce que je disais tout à l'heure, à mon niveau, c'est pas gênant. On va dire, c'est pas trop gênant financièrement, des séances comme ça. C'est que là, quand j'étais aux urgences, psychiatriques, j'ai pu avoir un suivi en TCC là-bas, avec des soins qui étaient pris en charge puisque j'étais à l'hôpital public et que voilà, j'ai pu bénéficier de ça. Pour moi, c'est un gros point noir du système de santé publique, c'est que Mmh. les soins, de la santé mentale ne soient pas un minimum remboursés. Ouais. Heu, alors 100 oui, je peux comprendre que ça soit compliqué. Après, si on pouvait au moins avoir, 3-4 séances par an qui étaient prises en charge, permettant au moins de démarrer une psychothérapie, ou au moins de gérer les phases de crise et voilà, ça serait je pense que la santé mentale, elle est, sous-estimée, dans la population générale et comme je te disais tout à l'heure aussi, dans la population médicale, paramédicale, voilà. Ouais. C'est donc mais je ne peux que conseiller la TCC, enfin, effectivement, c'était riche et je fais une petite précision sur l'évolution de la TCC qui maintenant, on peut voir aussi TCCE, c'est-à-dire qu'il y a la partie aussi, donc thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle.
Ça, c'est assez récent. Elle a joue, c'est la thérapeute que je revois pour la TCC actuelle qui m'en a parlé. Et c'est vrai que la partie émotionnelle, bah, on la travaille puisque effectivement ces pensées automatiques qu'on a, elles sont chargées en émotions. Et c'est vrai que toute cette partie émotionnelle, elle est hyper intéressante. Et de toute façon, en tant qu'anxieux, quand on n'est pas bien, on est à fleur de peau et les émotions, elles sont là. Et pleurer et tout ça, c'est des choses riches en émotions, enfin, là, liées aux émotions. Et voilà, donc Ouais, voilà un peu mon ressenti sur cette thérapie. trop bien. C'est hyper clair et je m'y retrouve aussi dans la TCC que j'ai faite. En fait, ce que j'ai aimé, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu as dit, parce que j'ai eu quasiment j'ai eu une expérience assez similaire. Mais effectivement, des choses que je refinis un peu à faire ou qui étaient difficiles à mettre en place seul, par exemple, effectivement, les exercices de respiration. J'en parlais dans l'épisode précédent avec Clémence, mais le fait que mon psychologue m'aide à mettre en place cette respiration, cette cohérence cardiaque, et m'explique dans quelles conditions il faut bien les faire, à quelle intensité il faut inspirer, expirer, etc. Tout ça, le faire dans un cadre, ça permet de voir immédiatement ou pas, mais enfin, plus rapidement en tout cas, à quel point ça peut faire du bien. Ça prend du temps pour devenir une espèce d'automatisme comme tu le décrivais, c'est-à-dire que moi aussi, aujourd'hui, j'ai plus besoin de 5 minutes pour me sentir détendu, mais j'ai voilà, quelques inspirations, expirations, peut-être 1 ou 2 minutes, et je sens déjà que ça a un effet sur mon état de tension. Donc, c'est quand même un outil pas négligeable et qui paraît un petit peu gadget au début en se disant, bon, ok, il faut réfléchir, enfin, il faut respirer, ok, super. Non, c'est vraiment très important, ou en tout cas, ça peut s'avérer extrêmement utile, aussi pour s'endormir. Et je compte pas le nombre de fois où j'ai réussi à m'endormir alors que rien d'autre ne fonctionnait. Mm. Euh, Compter les moutons, c'est sympa, mais respirer comme il faut, c'est encore mieux, quoi. Et une autre chose, c'est que ça mettait un cadre aussi, et ça, tu sais, quand tu es anxieux et que tu te dis, bon, bah là, je suis anxieux, la seule étape que je vois, le seul objectif à atteindre, c'est de guérir. En fait, Mm. le gap est beaucoup trop grand, et donc, c'est de savoir qu'il y a des étapes entre les deux pour déjà vivre mieux avec son angoisse et avec son trouble anxieux et vivre de façon plus sereine et plus apaisée. Bah, la thérapie, la TCC est aussi là pour mettre des échelons et arriver, voilà, typiquement sur certaines situations. Je peux donner un exemple très concret. Pendant très longtemps, je prenais plus le métro parce que voilà, ça m'angoissait pour plein de raisons. Hein, et certains ont pensé que c'est parce que c'est sous terre, d'autres parce que, je sais pas, il fait trop chaud ou autre. Pas vraiment. En fait, moi, c'était plus parce que il y avait trop de monde, que j'avais peur qu'il se passe un truc entre les stations, quand je pouvais pas sortir, donc un peu rester bloqué. Donc il y a plusieurs choses, quoi. Un peu de claustrophobie, un peu d'agoraphobie, un peu de tout ça. Un gentil cocktail. Mm. Et en fait, ce qui m'aidait, c'était de mettre un podcast dans les oreilles et de m'occuper l'esprit, en fait. Donc, quand j'étais dans le métro, podcast dans les oreilles et je jouais à un jeu. En fait, je répliquais ça à mon psychologue et je lui disais, mais en fait, j'étais encore dans cette période, je me disais, je veux guérir tout de suite. Et du coup, je disais, bah, en fait, là, demain, je vais prendre le métro et puis je vais pas prendre d'écouteurs et je vais pas prendre mon téléphone. Et puis, comme ça, on va voir ce qui se passe. Comme ça, je fais pas d'évitement. Et il m'a dit, honnêtement, ça peut paraître, voilà, ça peut paraître un peu laborieux, etc. Mais faites-le par étapes. Si vous sentez que demain, vous pouvez le faire avec votre podcast, mais sans le jeu sur votre téléphone, essayez. Et puis, si ça va pas, vous pouvez revenir à quelque chose. Mais faites des petites étapes comme ça. Aujourd'hui, j'ai plus aucun problème avec le métro, mais ça a pris du temps. Ça a pris Mm. du temps parce que bah, quand on est dans cet état de trouble anxieux, c'est tellement ancré et les pensées automatiques que tu décrivais sont tellement ancrées et pas du tout combattues par soi-même. Bah, elles s'installent, elles sont à l'aise et elles ont aucune barrière pour provoquer des crises de panique. Mm. Donc voilà. Donc le fait d'avoir vraiment des étapes et de pouvoir, comment dire, euh, morceler en fait, séquencer
l'arrivée vers un certain bien-être. Ça, c'était cool. Parce que tu as aussi une marche à suivre. Quand tu es dans un trouble anxieux, tu es dans le noir total. Mm. Tu es, ouais, t'es vraiment en plein brouillard, tu navigues à vue et tu fais tout ce que tu peux, tu es un peu en mode survie. Et là, ça te permet de te dire, OK, donc en fait, là, tu vois, le prochain checkpoint, il est là. Tu as juste cette liste de choses à faire. Et puis, une fois que tu es là-bas, on voit ce qu'on fait après, etc. Ça soulage énormément, quoi. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord, et surtout sur le côté étape, quoi. C'est ça qui est hyper important. Et oui, on a tellement cette urgence d'aller mieux parce qu'on est vraiment pas bien. Effectivement, moi j'ai toujours cette représentation du tunnel où en fait la seule chose qui est au bout du tunnel, c'est la fin de la fin de mon existence et tout ça. Euh, et en fait, faut prendre le temps d'apprendre à se connaître. Et c'est vrai que c'est assez long, c'est assez difficile. Moi, j'ai un peu cette image maintenant de deux personnes différentes. C'est-à-dire que quand je vais bien, j'avance, je n'ai pas trop de pensées automatiques. En tout cas, je les ai à bas bruit, mais elles sont pas invalidantes. Je fais ma vie. J'ai la chance de pas avoir, d'être plutôt à la limite à l'opposé de l'agoraphobie. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin qu'il y ait du monde. J'aime pas me sentir tout seul. Et pourtant, des fois, j'aime bien être tout seul quand même. Voilà, c'est assez paradoxal, mais j'ai pas trop cette difficulté. Et en fait, ça, c'est la personne qui va bien. Et la personne qui va pas bien, effectivement, tout est noir, on n'avance pas, on ne pense à rien. Enfin, on pense à rien. On ne peut pas se projeter. Tout ce qui nous entoure, rien ne va. Et en fait, c'est très drôle, entre guillemets, parce que jusqu'à il y a pas longtemps, euh, quand j'étais en phase anxieuse, je me rappelais de toutes les autres phases anxieuses que j'avais eues, c'est-à-dire toutes les situations comme je les avais vécues. Et ces phases anxieuses, je ne m'en rappelais pas quand j'allais bien. Et c'est vraiment un peu, alors c'est pas du tout de la schizophrénie, de choses comme ça, c'est juste normal avec l'anxiété. Et là, progressivement, avec le fait d'apprendre à me connaître, tout doucement, les deux personnes entre guillemets, les deux personnes que je suis, commencent un peu à fusionner. C'est-à-dire que je me rappelle de mes phases d'angoisse quand je suis bien. Et inversement, quand je suis très angoissé, je sais aussi me souvenir comment je suis quand je vais bien, et savoir ce qui me fait du bien. Et voilà, et c'est l'apprentissage, un peu l'apprentissage de ce qu'on est. Et c'est ça un peu qui fait la chance de la pathologie, c'est qu'on se connaît vachement mieux que d'autres personnes. On se connaît trop, oui, parce qu'on y réfléchit beaucoup, et voilà, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on arrive à devenir entre guillemets une seule et même personne tout le temps, et c'est ça qui est intéressant aussi. O sole mio. Donc, tu parlais effectivement de la TCC et des exercices de respiration. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, donc, tu te considères pas comme guéri. Honnêtement, moi non plus. Enfin, même si je vis très très bien aujourd'hui, à force donc de travailler sur moi et maintenant de travailler en autonomie, je suis plus suivi pour l'instant par un psychologue et je ferme pas la porte à une nouvelle thérapie plus tard parce que voilà, la vie, la vie quoi. Euh, mais pour l'instant, voilà, je gère un peu par moi-même. Comment est-ce que tu Comment est-ce que tu gères aujourd'hui au quotidien ton anxiété? Euh, Est-ce que tu as des techniques, des choses peut-être à conseiller à des gens qui pourraient nous écouter ou en tout cas des lectures éventuellement ou autres qui permettent de mieux gérer ça? Alors, j'avoue que je me rends compte, j'y ai beaucoup plus réfléchi avant qu'on discute, donc j'ai pas mal de choses qui me sont venues en tête. La première chose, et je vais essayer de faire court là-dessus parce que c'est très riche dans ma vie, c'est que je suis assez sportif. Je fais beaucoup de courses à pied, je fais du trail, donc même si ça devient un peu plus démocratisé, le trail, c'est vraiment la course en nature.
Et ça, c'est un des moyens qui me fait énormément de bien. Alors, oui, ce n'est pas que, le fait de dire, «Va faire du sport». Je, quand je ne vais pas bien, je n'arrive pas à faire ce sport, mais en revanche, quand je vais mieux et que je peux m'y remettre, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Alors, il y a entre guillemets, il y a trail et trail, c'est-à-dire qu'il y a le fait effectivement d'aller courir en nature sur certaines distances. Moi, je trouve mon compte, sur quelque chose d'un peu plus masochiste qui est l'ultra trail, donc c'est-à-dire que c'est des distances qui vont au moins, au-delà de la distance, marathon, donc 42 kilomètres, voire, beaucoup plus. Ce qui fait que, j'ai déjà franchi plusieurs fois la barre des 100 kilomètres en course et même d'aller jusqu'à 175 kilomètres, je crois, à 2 reprises, il me semble. Et en fait, alors c'est beaucoup d'entraînement, hein, c'est pas enfin beaucoup d'entraînement, beaucoup de temps et c'est pas en un claquement de doigts que ça vient. Et finalement, là où ça fait un peu le lien avec les angoisses, c'est que sur ce genre de distance, ça dure plusieurs heures, hein. Ça m'est arrivé, les 2 plus grosses courses, c'était 40 heures, donc 40 heures d'affilée, quasiment sans dormir, en avançant tout le temps, pas forcément en courant tout le temps, mais en avançant. Hem, il y a un travail mental qui est énorme, dans la résilience, dans la persévérance et un peu justement dans la découverte de soi-même encore. Hem, j'ai eu des moments où je me suis dit: «Je vais pas y arriver à faire ces courses-là». La première fois que j'ai vraiment fait très, très long, que j'ai fait 175 kilomètres, j'ai eu les jours d'avant, j'étais en phase anxieuse et je ne le savais pas encore, enfin, je n'ai pas encore la connaissance du trouble anxieux, précisément, donc j'ai eu beaucoup de mal et en fait, ça m'a fait un bien fou et ça m'a donné effectivement beaucoup d'émotions derrière, beaucoup de plaisir et ça, c'est un des moyens que j'ai pour aller beaucoup mieux parce que, c'est un dépassement de soi, c'est un temps, qu'on prend avec soi-même et aussi c'est un lien avec la nature qui est quand même extrêmement riche, là-dessus et c'est vrai que le lien avec la nature, moi, il est important et j'ai des souvenirs de courses, que ça soit pendant des courses officielles ou à côté, sur des entraînements qui sont des moyens aussi de m'aider, que je mets en complément des techniques de respiration, de repenser à ces moments-là. J'ai un souvenir dans les Pyrénées, un matin dans le brouillard d'un envol de vautours, il y a une vingtaine de vautours qui s'envolent un par un, dans un silence, la seule chose que j'entendais, c'était le bruit de leurs ailes et j'ai dit: «Mais quelle chance» et en fait, j'ai dit: «Merci». J'étais tout seul, hein, j'ai dit: «Merci, merci de vivre ça» et voilà, le sport et le lien à la nature, c'est un truc énorme pour moi. Hem et là-dedans aussi, je pousse un peu le bouchon à prendre ma caméra, à prendre ma GoPro et à filmer quand je fais des longues distances comme ça, pour partager un petit peu avec les gens qui courent ou qui ne courent pas et de donner un voilà, de faire vivre aux autres ce que je vis et en fait, c'est extrêmement riche et ce qu'avait dit, la psychologue de TCC là, elle dit: «En fait, c'est de la pleine conscience que vous faites» et c'est vrai que ces exercices de pleine conscience, c'est pas toujours facile à y accéder, et c'est vrai que la course à pied, c'est un énorme moyen d'y accéder. C'est un très gros pan de ma vie, sur lequel je suis pas prêt à faire une croix pour l'instant. Ouais. Je parlais de pleine conscience, donc faire un peu de méditation, donc exercice de respiration, c'est aussi un moyen pour moi d'avancer. Il y a les applications de méditation guidée qui sont, la plus connue, c'est Petit Bambou. Il y en a d'autres, il y a même je vais retomber sur la course à pied, j'ai même trouvé une application où il y a des méditations, guidées en course à pied, où, Ah ouais? pendant les séances de course à pied, il y a tout ce travail de pleine conscience sur le corps et il y a des séances assez longues, hein. Il y a une séance qui dure 1 heure et je me suis dit chaque fois que je la mets, enfin, je l'ai déjà fait 2-3 fois, je me suis dit: «Faire 1 heure de méditation en courant, ça m'embête» et en fait non, ça passe hyper vite, c'est hyper agréable et je commence même à mettre en pratique quand je cours. C'est-à-dire que quand je suis moins bien en course à pied, bah, je Ouais. le je le fais et c'est hyper sympa. Com Ça s'appelle Serenity, il me semble, OK. cette application, qui est vraiment, pas mal. C'est du même niveau que Petit Bambou et c'est aussi intéressant et c'est une application qui est, bon pareil gratuite au début avec un abonnement secondairement. Je crois que c'est un petit peu moins cher que Petit Bambou, donc pourquoi pas et je l'ai vraiment trouvé par hasard, hein, en cherchant sur l'App Store mais voilà. Trop bien.
elle est pas mal. Toujours dans les applications, il y a, bon ça elle est connue aussi, mais c'était Respire Relax au début, était plutôt pratique pour les exercices de respiration, pour la cohérence cardiaque, même s'il y a beaucoup d'applications là-dessus. Hem, une autre chose qui m'aide beaucoup aussi, c'est bête, hein, mais c'est d'avoir aussi le soutien de mes amis et de ma famille et de pouvoir en discuter, c'est-à-dire d'avoir ouvertement, mis en avant mon anxiété Mmh. et si ça peut en rassurer beaucoup, elle a, toujours été extrêmement bien accueillie, mon anxiété. Hem, je vais pas dire qu'elle a été comprise à 100, et ça, je vais y revenir après sur une autre recommandation, avec un exemple plus concret, mais en tout cas, le fait d'avoir, mis des mots sur la pathologie et d'avoir partagé cette pathologie avec d'autres personnes, notamment ma femme qui a beaucoup de beaucoup de patience et qui est très disponible, même si elle sait aussi me dire: «Stop, je peux pas t'aider là», voilà, d'avoir pu, d'avoir ces personnes avec qui discuter et juste de dire: «En fait, là, je me sens pas trop bien», Mmh. sans avoir à plus détailler, bah, en fait, c'est quelque chose de génial, d'hyper intéressant, d'hyper riche. Ouais. Hem et donc pour rebondir un peu là-dessus sur l'entourage familial, j'ai acheté une BD que tu avais conseillée, qui est Le Club des anxieux qui se soignent, que j'ai trouvé géniale, qui est extrêmement bien faite, qui met vraiment les qui tu sens que ça a été fait par quelqu'un qui connaît l'anxiété parce que vraiment c'est exactement ça et je l'ai trouvé, bien pour un petit peu reposer, un petit peu re-rationaliser et se rendre compte de qui on est en tant qu'anxieux et et en fait, ça a été à double tranchant, c'est-à-dire que enfin double utilité, c'est-à-dire que pour moi, ça m'a fait du bien et en fait, ma femme l'a lu aussi, je l'ai pas obligée à le lire, mais je lui ai dit: «Écoute, c'est vachement bien». Mmh. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, quand je l'ai lu, ça a été vraiment, «Ah mais c'est évident, c'est évident, c'est évident, tout ce que je lis là, c'est moi, quoi». Ouais. Et avec justement cette description des 3 grands types d'anxieux dans cette BD. Et ce qui est marrant, c'est que ma femme l'a lu et je dis: «Bah alors, tu penses quoi, «Ah bah attends, j'ai quasiment fini, mais je dis: «Alors, tu» enfin, elle me dit non, j'ai même pas besoin de lui demander, elle me dit: «Mais du coup, j'ai pas trop bien compris, tu es lequel toi alors là-dedans?» Et je dis: «Merde, c'est évident quoi, je suis là» et en fait, je trouve ça bien aussi. C'est aussi dans ce processus de soin, je vais toujours pas dire guérison, mais de soin, de aussi se rendre compte que, notre anxiété quand on est anxieux, elle est là, elle nous bouffe. Mais ce dont on se rend pas toujours compte, c'est que les gens à l'extérieur, ceux qui ne sont pas anxieux, ne vivent pas les choses de la même façon et cette lecture, voilà, elle m'a permis de m'en rendre compte. J'ai très envie de la faire lire à plein d'autres gens, notamment de ma famille aussi, pour encore un petit peu enfoncer le clou. Et voilà, vraiment le club des anxieux qui se soignent, je trouve ça génial et il est assez facilement dispo, donc il y a pas trop de problèmes là-dessus. Ouais. Heu, après dans d'autres lectures un peu plus, comment dire? Un peu plus, alors clairement là, c'est des bouquins que j'ai lus qui sont vraiment des romans de gare, mais qui sont hyper agréables. Ça s'appelle «Tant que le café est encore chaud». C'est un bouquin, japonais et il y a la suite qui s'appelle, je crois que c'est «Le café du temps retrouvé» et en fait, pour faire court, c'est, un café au Japon où, les gens ont la possibilité de remonter le temps pour revivre des situations, voilà, des situations qu'ils ont vécues, sauf qu'en fait, ils ont qu'un temps limite pour retourner dans le passé et de toute façon, les actions qu'ils auront pendant ce retour dans le passé n'auront aucune influence sur le présent. Et je trouve que c'est des belles réflexions, un petit peu sur justement notre lien au passé, les ruminations qu'on peut avoir sur ce passé et voilà, c'est des romans qui sont hyper facilement, disponibles, un peu partout et je trouve que comment dire? Cette réflexion un peu philosophique, elle est hyper intéressante. Moi, elle m'a fait du bien. Parfois un peu anxiogène quand même, parce qu'il y a des situations, qui me parlent, mais c'est des romans que j'ai eu plaisir à lire. Sur le versant philosophique, il y a aussi un podcast et un compte Instagram qui s'appelle Philosophie Sexy, c'est une prof de philo qui fait ça, qui a aussi un trouble anxieux, et qui elle se soigne grâce justement à l'abord, philosophique de la vie
et il y a plein de débats super intéressants. Elle fait des ateliers aussi en ligne, qui sont assez riches. Elle a sorti un bouquin et c'est très mal parce que j'ai oublié le nom, mais ça je crois que ça s'appelle «Philosophie et sexy» aussi. Enfin, en tout cas, elle a publié sous le nom «Philosophie et sexy». OK. Heu, il y a un peu il y a, c'est pas ma source principale non plus, mais Christophe André, effectivement, que ça soit dans ses bouquins, ses interventions, sont sur, notamment sur France Inter, tout ça, sont hyper intéressantes. J'ai découvert aussi il y a pas longtemps, Fabrice Midal, qui est, aussi un philosophe qui lui, avance pas mal aussi sur le sujet de l'enfant intérieur, qui fait donc un podcast qui je trouve aussi, intéressant et qui dit de lui-même, il est philosophe, il est pas thérapeute et il donne des liens là-dessus, sur tout ce qu'on peut ressentir, mais il veut pas guérir et je trouvais qu'il expliquait extrêmement bien les choses et que c'était assez intéressant, là-dessus donc voilà. Pourtant j'ai du mal à lire et à me poser sur certaines choses, mais tout ce que je décris là, c'est vraiment du vécu, des choses que j'ai utilisées et qui vraiment sont hyper intéressantes, sont des bons leviers. Hem, il y a un petit peu de film aussi. J'ai un film que j'adore qui est Into the Wild, qui est tiré du bouquin que j'ai toujours pas lu, mais que je vais pas tarder à lire, qui est sur ma table de chevet. Et Ouais, c'est pareil, ce lien à la nature, ce fait de s'émanciper un petit peu du cadre qu'on a et de vivre la vie qu'on a envie d'avoir. Même si le film et le bouquin, du coup, se terminent mal, hein, ce lien à la nature et à la liberté, à la découverte de l'autre, il est hyper intéressant et tout doucement, j'essaie de m'en rapprocher, que ça soit dans ma pratique de la course à pied ou, tout doucement dans ma vie de tous les jours, même si c'est ouais, un processus très long et très compliqué, voilà, on va yes. dire pêle-mêle, c'est un petit peu toutes les choses qui me font du bien. OK, trop bien. Bah, il y a plein de choses, donc c'est top. Je pense que ça pourra parler à beaucoup de gens qui écoutent cet épisode. Et bah, je mettrai toutes les références en commentaire, enfin pas en commentaire, mais en description du podcast. Euh, Top. Bah écoute, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. C'était un super échange. J'ai vraiment adoré discuter avec toi. C'était super très structuré, comme je te disais tout à l'heure, et c'est vraiment bien parce que ça a aidé mon travail de montage. Je pense que ça pourra probablement parler à beaucoup de gens qui écoutent, donc trop bien. Et je suis très heureux que tu sois le premier interviewé masculin de ce podcast. Parce qu'on le sait, et je pense qu'on en avait parlé un petit peu dans le premier échange que j'avais pas enregistré, mais Mmh. c'est pas toujours simple en tant qu'homme de parler de ses faiblesses et de ses fragilités et donc d'anxiété, d'émotions, etc. On n'y est pas toujours vraiment invité. Euh, donc, bah, très très content que tu me fais confiance pour ça. Ouais et Et ça fait vraiment super plaisir. Voilà. ouais, puis on avait parlé de ce côté masculin, mais c'est vrai que je pense que je te l'avais déjà dit, la santé mentale de l'homme est un peu sous-estimée aussi. Enfin, voilà, et j'ai une stat, bon, qui est pas non plus effectivement hyper réjouissante, mais c'est vrai que le pourcentage enfin, on le voit sur le taux de suicide où, alors j'ai oublié le chiffre exact, mais on va dire le taux de diagnostic de dépression, d'anxiété chez l'homme est beaucoup plus faible que chez la femme, mais le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez l'homme. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose notre magnifique société actuelle, alors tout n'est pas acheté bien sûr, et je ne suis pas pas réactionnaire, quoi que ce soit là-dessus, mais c'est vrai que ce côté, le patriarcat fait que doit être fort, doit gérer, le couple, la famille, le travail, l'argent, et cetera. Et effectivement, on n'a pas le droit de flancher, n'a pas le droit d'être dans la difficulté. Et justement, je pense qu'il y a cette tendance un peu à garder les choses pour soi et à arriver au point de rupture qui fait que, bah, c'est trop tard, en fait. Donc tant mieux, j'espère qu'effectivement en tant qu'homme, ça va un petit peu ouvrir les yeux à certaines personnes, pour, certains hommes aussi, pour se rendre compte que, bah, oui, les hommes aussi ont le droit de ne pas aller bien, autant que les femmes et voilà et que l'accès aux soins, il est à tout le monde, quoi. Donc Mm. faut pas là-dessus, il y a
il y a pas trop de enfin, si, il y a des peurs à avoir, sinon on serait pas là en train d'en discuter. Ouais, Mais en tout cas, il y a pas de honte à, en tant qu'homme, ne pas bien être, avoir besoin d'aide sur le plan mental mmh, et je le redis encore une fois, moi l'accueil que j'ai eu clairement, avec le diagnostic de ma pathologie et de l'échanger avec tout le monde, bah, il y a pas de souci quoi en fait. Homme, femme, qui que ça soit et qui que je sois, ça passe quoi donc ouais, faut y aller. complètement, complètement. Si c'est le message à retenir, je pense, de cet épisode, c'est que il faut en parler, quoi. Il faut en parler si vous vous sentez, acculé par l'anxiété, par la dépression, enfin, si votre santé mentale, vous sentez, qu'elle part un peu en sucette, comme on dit, il faut en parler autour de vous et trouver quelqu'un, avec qui en discuter, quoi. Ouais Et il y et a puis, aucun mal à ça et il y a aucune honte à avoir. On a tous à un moment, dans notre vie, des problèmes de santé mentale, aussi légers ou lourds soient-ils. Et voilà, faut en parler, quoi. ouais et puis on est tous les 2 là, en tant qu'hommes pour Ouais, montrer qu'effectivement, bah, le diagnostic il existe et qu'on peut se faire, qu'on peut être pris en charge et qu'on peut vivre une vie, qu'on va dire, une belle vie, une vie agréable et faire et exactement. avoir la capacité soit de créer un podcast là-dessus, soit de soit de participer et d'échanger là-dessus. C'est Exactement, une belle preuve. exactement. Et j'invite toute personne qui a envie d'en discuter, à me contacter. Vous pouvez trouver les infos, en description. Merci beaucoup, Louis. C'était super cool. Bah, merci à toi. Je te tiens au courant évidemment quand le montage est prêt. Je te le partagerai. Et puis tu m'enverras ton go si tu es Ouais, OK pour le publier. clairement. Et, C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et à bientôt pour de nouveaux témoignages.